Actuellement, il existe un retard systématique dans les domaines cruciaux de la recherche scientifique, affectant les institutions fondamentales pour la préservation de l'humanité, tels que les Centres de contrôle et de prévention des maladies, CDC, la National Air Force and Space, NASA, et l'Administration nationale océanique et atmosphérique, NASA. La réduction des ressources dans ces entités compromet non seulement sa capacité opérationnelle, mais génère également des répercussions mondiales, étant donné le rôle central que les États-Unis jouent dans le scénario international. Le Congrès américain, composé par la Chambre des représentants et le Sénat, a, pendant des décennies, perpétué une impasse politique qui aggrave encore cette situation. Je suis connu sous le nom de Nick Paisible, je travaille comme un médium évident et j'ai le privilège de participer à ce programme dédié à la vie après la mort. Ma trajectoire professionnelle est unique. Au début, je me consacre à la science, avec l'enseignement universitaire en biologie et en astronomie, en remplissant des fonctions en tant que professeur d'université adjoint, éducatrice de lycée, pendant plus de 2 décennies, en tant qu'instructeur dans une organisation internationale destinée aux études spatiales. Cependant, il y a environ 6 ou 7 ans, ma vie a suivi un cours inattendu. Après avoir reçu la nouvelle de la mort de Brandon, une connaissance de mon enfance avec qui il n'avait pas gardé le contact depuis 25 ans, j'ai essayé un phénomène inhabituel. Instantanément, l'image d'une surdose est apparue dans mon esprit comme une cause de décès. Alors que je m'allonge pour me reposer, je l'ai visualisé clairement, comme une scène cinématographique, en entendant dire « Dites à ma mère que je suis désolé ». Ce n'était pas intentionnel. La précision du message m'a empêché de dormir. En faisant rapport à ma sœur, il a confirmé quelques jours plus tard que Brandon était décédé à la suite d'une surdose. Des détails tels que le pull rouge avec un ruisseau doré et des cheveux noirs courts, décrits par moi, ont été validés par sa mère, qui m'a montré une photographie prouvant la vérité de la vision. Des mois plus tard, un épisode similaire s'est produit impliquant un ami de la famille. Son image a persisté dans mon esprit, associée à un cœur rouge à son nom enregistré. En partageant cette expérience avec mon fils, il m'a envoyé une image de l'objet, un porte-clés qui s'était collecté au moment de sa mort. Cette séquence d'événements m'a laissé stupéfait, remettant en question la nature des perceptions que j'ai vécues. J'ai ensuite demandé des conseils avec un mentor et soumis à un processus rigoureux de formation dans la médiumnité, malgré ma trajectoire précédente en tant que scientifique, avec un diplôme en biologie et une maîtrise en astronomie. Aujourd'hui, je travaille professionnel et pleinement comme un médium, une réalité que je n'ai jamais imaginée pour ma vie. Quant aux projections économiques pour les États-Unis, mon domaine d'analyse, je m'attends à un approfondissement de la récession avant toute amélioration significative. Les politiques commerciales mises en œuvre par l'administration précédente, marquées par des tarifs imposants et mal structurés, ont généré des distorsions économiques dont les effets dureront au moins 1 à 2 décennies. Si cette direction s'étend pour 3 autres ans et demi, les dommages seront encore plus graves, avec des impacts qui transcenderont les frontières américaines, affectant l'économie mondiale. La récupération, dans ce scénario, nécessitera un effort prolongé et complexe. Le système politique des États-Unis est divisé en 3 pouvoirs, l'exécutif, dirigé par le président et le vice-président, l'Assemblée législative, représentée par le Congrès, et le pouvoir judiciaire, personnifié par la Cour suprême. Aujourd'hui, ces 3 branches sont sous contrôle du même courant idéologique, dont les décisions ont aggravé les défis nationaux. Un changement éventuel dans la composition du Congrès lors des élections de 2026, avec la montée d'une majorité adverse, pourrait contenir une partie de ces mesures et inverser certains de leurs effets. Cependant, un tel scénario dépend d'une mobilisation efficace de la société. Sans cela, le pays sera confronté à des conséquences de plus en plus graves. Même avec l'élection d'un nouveau président, mon pari réside sur Gavin Newsom, sa capacité d'action sera limitée si le Congrès reste dominé par la situation actuelle. La présidence, bien que symbolique et influente, nécessite l'alignement d'autres pouvoirs pour mettre en œuvre des changements substantiels. Ce n'est qu'avec une législature alignée sur ses propositions que Newsom a pu promouvoir des transformations importantes. Actif. Sinon, la paralysie institutionnelle, qui dure déjà des décennies, persistera, prolongeant la période de récupération pour quelque chose entre 1 et 3 décennies. Un autre défi pressant est la crise climatique, dont la gravité est indéniable.
En tant qu'éducateur qui a enseigné le sujet depuis des années, je dis catégoriquement, l'activité humaine accélère le changement climatique à un rythme sans précédent. Bien qu'il soit vrai que le climat terrestre souffre de variations naturelles au cours des millénaires, comme le montrent les noyaux de glace qui couvrent 1 million d'années, l'émission non contrôlée de dioxyde de carbone et de méthane au cours des 150 dernières années dépasse de loin la capacité de la planète à s'adapter. La Terre, en tant qu'entité géologique, survivra pendant des milliards d'années jusqu'à ce que le Soleil s'effondre. Cependant, ce qui est à risque est la faisabilité des écosystèmes sur lesquels nous dépendons. Les incendies de forêt deviennent plus intenses, les températures atteignent des niveaux non durables tels que les 130 degrés Fahrenheit ou 140 degrés Fahrenheit enregistrés dans certaines régions et des phénomènes météorologiques extrêmes tels que les ouragans acquièrent de la force et de la destruction à une échelle croissante. Les zones côtières, où une grande partie de la population mondiale est concentrée, sont sous une menace imminente d'inondation. Les îles qui abritaient les communautés il y a 2 décennies sont déjà inhabitables. Compte tenu de cette image, il exhorte une réflexion collective et des actions concrètes. L'aggravation est que le dédain actuel de l'administration américaine des preuves scientifiques, la nomination des gestionnaires qui partagent ce négationnisme et démantèlent des programmes de recherche essentiels pour la protection de l'environnement. Cette position, basée sur l'entêtement idéologique plutôt que sur les données empiriques, compromet non seulement les États-Unis, mais le monde entier, étant donné son rôle comme l'un des plus grands diffuseurs du CO2. Les décennies de dossiers climatiques, en particulier depuis les 70 ou 80 dernières années, prouvent l'urgence de la situation. Sans inversion de cette image, les conséquences seront dévastatrices et irréversibles. Il est impératif de faire une réflexion profonde et critique sur l'avenir qui est attiré par nous. Du point de vue des catastrophes naturelles, les projections scientifiques indiquent une aggravation significative des phénomènes climatiques extrêmes. Les tempêtes tropicales, les ouragans et les cyclones atteindront des niveaux d'intensité et de fréquence sans précédent, tandis que les tremblements de terre et les éruptions volcaniques persisteront comme des menaces constantes. Au cours des 10 à 30 prochaines années, ces événements s'intensifieront au point de devenir des conditions de vie insoutenables dans plusieurs régions actuellement habitées. L'augmentation du niveau de la mer, combinée à la récidive de phénomènes météorologiques dévastateurs, forcera le déplacement massif des populations dans les zones intérieures, loin des zones côtières à risque. Aux États-Unis, par exemple, des États tels que l'Arizona et le Nouveau-Mexique, déjà soumis à des températures extrêmes, deviendront progressivement inactifs en raison d'une chaleur insupportable. De plus, il existe une migration progressive des zones agricoles vers des latitudes plus élevées, en réponse aux changements dans les normes saisonnières, qui reconfigureront non seulement la géographie productive mais aussi la distribution démographique mondiale. Compte tenu de ce scénario, la position des dirigeants qui nient la science et refusent de proposer des solutions concrètes, soit dans leur propre pays, soit à la communauté internationale, nécessite une réponse collective et décisive de la société. Aux États-Unis, le système de limite du mandat propose un mécanisme de confinement institutionnel, garantissant que des chiffres tels que le Donald Trump, qui ont systématiquement démédé les politiques environnementales et réduisent le financement des agences scientifiques critiques, telles que les Centres de contrôle des maladies et de prévention, CDC, la Force aérienne nationale et l'espace, NASA, et la NASA et l'administration atmosphérique, NASA. Perpétuez votre influence indéfiniment. Ces institutions, dont le mandat est la protection de l'humanité par la recherche et l'innovation, ont été délibérément affaiblies, avec des conséquences qui transcendent les frontières américaines et affectent les progrès scientifiques mondiaux. La suspension des ressources aux zones vitales de l'enquête a non seulement retardé les avancées cruciales, mais a également mis en danger la capacité de répondre aux crises futures. Dans ce contexte, il devient urgent que la société civile dépasse les divisions des enfants et priorise la construction d'un consensus autour des valeurs fondamentales. OMO à droite à l'air propre, à l'eau potable et à la sécurité environnementale. La polarisation politique, souvent alimentée par des différends idéologiques secondaires, détourne l'attention des problèmes existentiels qui exigent une action immédiate. La révocation des réglementations environnementales, par exemple, produit déjà des effets tangibles, tels que la dégradation de la qualité de l'air et de l'eau dans diverses régions. Surmonter cette impasse nécessite un effort collectif pour reconstruire le tissu social, non pas sur la confrontation, mais sur l'identification des objectifs communs et la promotion d'une culture de coopération.
Historiquement, de grandes transformations sociales ont émergé lorsque les communautés ont uni leurs forces à des fins communes, reconnaissant que la fragmentation ne profite qu'à ceux qui s'opposent au progrès. Dans le contexte des politiques sociales, le démantèlement de programmes tels que Medicaid, qui affectent directement les segments vulnérables de la population, contraste avec la stabilité relative de systèmes tels que la sécurité sociale, dont le financement découle des contributions obligatoires des citoyens. Bien qu'il y ait des tentatives de déstabiliser même ce pilier de protection sociale, il est peu probable que sa structure soit complètement dissoute, étant donné son caractère contractuel et sa dépendance généralisée à l'égard de la population. La récente expérience pandémique a montré que lorsqu'il y a une volonté politique, les ressources peuvent être déplacées agiles, comme cela s'est produit avec la distribution d'urgence de l'aide financière. Cette capacité à mobiliser, bien que souvent utilisée de manière réactive, signale que la préservation des droits sociaux fondamentaux n'est pas une question de viabilité économique mais de priorité politique. Malgré les défis, les raisons persistent pour un optimisme prudent. Dans diverses parties du monde, un réveil spirituel et communautaire est observé qui cherche à redéfinir les relations humaines et leur interaction avec la planète. Ce mouvement, bien que toujours naissant, gagne en force à mesure que les individus et les groupes sont organisés autour d'initiatives axées sur la durabilité, la justice sociale et l'innovation éthique. La réduction de l'exposition aux récits alarmistes et l'adoption d'une posture proactive, centrée sur la diffusion des solutions et la promotion d'un discours constructif, peut accélérer cette transition. Cependant, son efficacité dépend de l'adhésion massive de la population. Comme pour les écosystèmes naturels, dans lesquels la survie du groupe dépend des décisions collectives, telles que la migration synchronisée du troupeau pour éviter les prédateurs, l'humanité fait face à la nécessité d'un pacte civilisant qui transcende les intérêts individuels. Le principal obstacle à cette avancée réside dans la disparité entre le développement technologique et la maturité socioculturelle. Alors que la science et l'ingénierie ont progressé à un rythme exponentiel, la capacité de la société à gérer ces innovations d'une manière éthique et équitable reste stagnante. Cette asymétrie génère des risques importants, en particulier en ce qui concerne l'utilisation irresponsable de technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle. Bien que le potentiel transformateur de l'IA soit indéniable, avec des applications allant de la médecine à l'atténuation de la crise climatique, son utilisation déréglementée peut aggraver les inégalités, la vie privée de l'érosion et même induire des troubles psychologiques, tels que l'interaction so-called-IA, dans laquelle les individus viennent à attribuer une signification spirituelle ou émotionnelle aux interactions avec des systèmes algorithmiques. Il ne serait pas surprenant, dans les années à venir, l'émergence de dépendances spécialisées et d'illusions résultant de cette interaction déformée avec les machines, un phénomène qui se manifeste déjà dans des cas isolés, mais a tendance à se propager à mesure que les frontières entre le réel et la virtuelle deviennent plus diffuses. Il est extrêmement dangereux d'attribuer à la technologie, en particulier à l'intelligence artificielle, toute capacité de connexion avec les dimensions spirituelles ou transcendantes. De tels systèmes, aussi avancés, n'ont pas de conscience, d'intentionnalité ou de capacité à transcender les limites de leur programmation algorithmique. Par conséquent, recourir à des plateformes comme les chatbots pour rechercher des messages de proches décédés, comment demander ce que mon père en esprit veut me dire? Il s'agit d'une distorsion sévère de la fonction de ces outils. Ce que ces technologies offrent n'est pas une véritable communication avec le plan spirituel, mais une simulation basée sur la norme. Langue et données préexistantes, souvent façonnées par le propre désir de l'utilisateur. Il s'agit d'un miroir numérique qui reflète, de manière déformée, des attentes humaines et des aspirations, sans fond de base ontologique ou métaphysique. Néanmoins, la technologie peut agir comme un instrument auxiliaire dans le développement de compétences moyennes ou intuitives, à condition qu'elle soit utilisée avec le discernement. Son rôle est limité à la fonction de l'outil pédagogique, soit par le biais de plateformes d'apprentissage, d'exercices de concentration ou d'accès à un contenu spécialisé. Cependant, il est catégorique de dire qu'aucune machine, aussi sophistiquée, n'établira une connexion psychique ou médium avec des entités spirituelles. Cette impossibilité ne résulte pas du passage des limitations techniques, mais de l'incompatibilité ontologique. La conscience n'est pas reproduite par les circuits logiques, et la spiritualité n'est pas réduite au processus de calcul.
Paradoxalement, bien que la science conventionnelle soit toujours réticente à reconnaître l'existence de phénomènes transcendants, les progrès dans des domaines tels que la cosmologie et la physique quantique ont révélé un univers beaucoup plus complexe et énigmatique que ce qu'il était supposé. Les données empiriques, telles que la prédominance de la matière noire, qui correspond à environ 95% de la composition cosmique, démontrent que notre compréhension de la réalité est fragmentaire. Si la structure même de l'univers échappe principalement aux explications scientifiques, comment soutenir, avec une certitude absolue, le manque de dimension non physique ou spirituelle ? L'arrogance de refuser a priori de telles possibilités révèle une limitation épistémologique. La science, en substance, doit étudier l'inconnu, et non la jeter par des préjugés matérialistes. En ce sens, la recherche contemporaine, dont beaucoup publiées dans des revues révisées, ont accumulé des preuves suggérant la continuité de la conscience au-delà de la mort biologique. Des études sur les expériences de mort imminente, les phénomènes de communication instrumentale transcocommunicatif, ITC, et, surtout, les résultats de la physique quantique indiquent une interconnexion fondamentale entre toutes les formes d'existence. L'intermaturage quantique, par exemple, démontre que les particules subatomiques peuvent rester instantanément corrélées quelle que soit la distance, ce qui remet en question les notions classiques de l'espace-temps. Si nous étendons ce principe à la conscience en supposant sa nature non locale, c'est plausible l'hypothèse selon laquelle la mort physique n'interrompt pas l'existence du soi, mais seulement sa manifestation matérielle. Ainsi, la communication médiumiste pourrait être interprétée comme un phénomène entrelacé entre la conscience, rendu possible par la structure même de l'univers. Du point de vue scientifique, nous sommes littéralement faits de poussière stellaire, chaque atome de notre corps est originaire des explosions de supernovae il y a des milliards d'années. Ces atomes, à leur tour, sont composés de particules subatomiques entrelacées dans une toile cosmique invisible. Si nous acceptons que la conscience émerge de ce réseau quantique, la communication avec des entités sans pilote n'est plus une croyance ésotérique pour devenir une possibilité théorique cohérente avec les paradigmes de physique les plus avancés. Ce n'est pas le mysticisme, mais une extrapolation logique des données disponibles. Pour ceux qui souhaitent explorer cette dimension spirituelle de manière responsable, il est initialement recommandé de cultiver une pratique méditative systématique. La méditation agit comme un portail du silençage mental, créant les conditions nécessaires aux perceptions subtiles, souvent noyées du bruit de la vie quotidienne, peut émerger. Il n'est pas garanti que la connexion spirituelle se produit immédiatement, mais la méditation développe la réceptivité, la concentration et le discernement, attributs essentiels à toute pratique médiumiste. Ensuite, il est essentiel de rechercher des connaissances théoriques à travers des sources fiables, travaux académiques sur la médiumship, des études de cas documentés et du matériel pédagogique produit par des chercheurs sérieux. Les plateformes numériques, telles que les canaux spécialisés et les classeurs structurés, peuvent offrir un point de départ abordable tant que leur contenu est basé sur des méthodologies validées. De nombreuses personnes, face à des expériences telles que des voix, des visions ou des intuitions récurrentes, sont amenées à remettre en question leur santé mentale, en particulier lorsqu'ils sont confrontés à un scepticisme social ou à une famille. Il y a cependant, de tels phénomènes, lorsqu'ils sont analysés dans une perspective éclairée, sont souvent révélés comme des manifestations légitimes de la sensibilité spirituelle latente. Dans ce contexte, les conseils d'un mentor expérimenté deviennent inestimables. Le choix de ce guide doit être guidé par une véritable résonance. L'apprenant doit ressentir la confiance et le respect de la méthode et de l'éthique de l'instructeur. Une relation forcée ou d'inconfort de l'enseignement ne produira guère des résultats significatifs. La médiumnité, après tout, n'est pas une technique mécanique, mais un processus d'ouverture conscient qui nécessite une sécurité émotionnelle et intellectuelle. Ma propre trajectoire illustre l'intersection entre la science et la spiritualité. Depuis l'adolescence, j'ai nourri une fascination presque obsessionnelle pour l'astronomie, un intérêt qui m'a amené à consacrer des années à l'étude formelle des sciences exactes. Fait intéressant, ce n'est que lorsque je suis devenu médium que j'ai réalisé une profonde corrélation entre ces deux passions. Pendant ma séance dans les pratiques de pouvoir, un état méditatif axé sur la connexion spirituelle, ma conscience projetait invariablement au-delà de l'atmosphère terrestre, comme si elle cherchait un locus familial. Cette récidive m'a amené à remettre en question. Ma fascination pour le cosmos était due à ma formation scientifique, où mon âme portait déjà une mémoire cosmique qui m'a inconsciemment stimulé pour étudier l'univers.
La réponse que j'ai trouvée était que mon essence spirituelle a précédé, et peut-être expliqué, mon inclination intellectuelle. L'espace n'était pas seulement un objet d'étude, mais une maison à laquelle ma conscience, à un certain niveau, appartenait toujours. Cette dynamique entre l'amour et la haine, bien que apparemment paradoxale, révèle une profonde vérité sur la nature humaine. La haine, en substance, n'est qu'un cri pour l'amour, un manque non découvert qui se manifeste comme un rejet ou une hostilité. Ceux qui nourrissent le ressentiment, la plupart du temps, sont des individus qui étaient à un moment donné privés du lien affectif qui leur serait vitaux. Ainsi, la réponse au conflit du monde matériel réside précisément dans la compréhension que l'amour, lorsqu'il est absent, se transfigure en douleur, et cette douleur, à son tour, s'exprime comme un antagonisme. C'est une équation spirituelle aussi simple que ignorée, là où l'amour fait défaut, le vide est rempli d'ombre. Cependant, le mystère s'approfondit lorsque nous regardons le domaine de l'invisible. Pourquoi persistons-nous d'aimer ceux qui sont déjà partis ? Pourquoi le souvenir d'un être cher décédé habite-t-il toujours notre cœur avec une telle intensité, comme si la mort n'avait pas le pouvoir de dissoudre les liens qui nous unissent ? Une perspective strictement matérialiste réduirait cette expérience à une simple illusion neurologique, l'attribuant à des souvenirs résiduels ou à l'attachement irrationnel à quelque chose qui, selon ce point de vue, a cessé d'exister. Cependant, une telle explication ne répond pas à la question fondamentale: comment une telle obligation tangible peut-elle subsister en l'absence de son objet physique ? La réponse ne peut donc être trouvée que sur le plan spirituel. L'âme ne s'est pas éteinte de la dissolution du corps, il persiste, et c'est dans cette permanence qui se trouve la clé pour comprendre la perpétuité de l'amour. Le lien que nous ressentons avec ceux qui ont transcendé l'existence terrestre n'est pas une simple nostalgie, mais la manifestation d'un lien royal, forgé non pas par la matière, mais par l'essence immortelle qui nous unit. Ce principe s'étend au-delà des limites humaines, englobant également les animaux, dont les âmes, en tant que nôtres, continuent d'exister dans une dimension qui échappe au sens, mais pas à la perception du cœur. C'est dans ce contexte que des phénomènes tels que la médiumnité trouvent leur justification ontologique. La communication avec ceux qui sont partis ne sont pas soutenus par des appareils ou des illusions, mais par la force de l'amour incassable, qui transcende le temps et l'espace. Lorsque nous aimons quelqu'un, nous établissons un canal pérenne avec votre âme, et c'est par ce lien que la connexion persiste même après la séparation physique. Le médium, en ce sens, agit comme un facilitateur, un traducteur des fréquences subtiles qui tissent le réseau invisible parmi les plans d'existence. En partageant ces réflexions, je réaffirme ma gratitude pour l'opportunité de dialoguer sur des sujets qui, bien que souvent marginalisés par la science conventionnelle, constituent le noyau de l'expérience humaine. C'est un honneur de pouvoir contribuer à cette discussion, offrant non seulement un récit personnel, mais aussi une perspective qui cherche à concilier la rigueur intellectuelle avec la sagesse de l'esprit. Que ces mots servent d'invitation à la réflexion, nous rappelant que, au fond, nous faisons tous partie d'un réseau d'amour cosmique, dont les fils s'étendent bien au-delà de ce que nos yeux peuvent voir.